il me semble que l'on traite toujours 82 comme une variante par rapport à 80, n'est-ce pas? Tandis que ça devait être absolument le contraire. Toi, tu te rappelles certainement que dans la préface des Amours de 1582, Ronsard dit, voilà, grosso modo, un premier brouillon que j'envoie dans le monde pour que je le corrige après, et ensuite, en 53, en 53, il ressort les Amours changés, n'est-ce pas? Pierre Nicole, dans la logique ou l'art de penser, dit il serait souhaitable que les auteurs publient une première version de leurs œuvres, de leurs livres, pour ensuite le corriger selon les conseils qu'ils reçoivent des gens. Et Roger Laufer, en étudiant les romans du XVIIIe siècle, dit voilà, la première version, la première édition est le plus souvent une sorte de brouillon et qu'il faut considérer la deuxième édition comme la véritable édition de base pour le texte. Et je crois que c'est... Et Laufer dit, surtout si la deuxième édition paraît à quelques mois de la première. Dans le cas de Montaigne, c'était impossible, n'est-ce pas, parce qu'il est parti en voyage, mais je crois qu'il faut considérer 82 comme étant la véritable première édition, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle l'édition à l'essai. Non, l'édition à l'essai, ça serait ça. Michel Simonat. Oui, il avait proposé de l'appeler comme ça. Alors l'édition à l'essai, c'était plutôt une sortie d'un... commercial. D'accord. Donc c'est pas ça. Oui. D'accord. En petite quantité, un petit extrait de texte, et on voit si ça d'accord. prend ou pas. Donc c'est pas ça. Et ensuite, pas tout à fait. Voilà. Comme de se faire partir des épreuves, en quelque sorte, auprès des amis. Et c'est pour... Enfin, si j'étais impliqué dans ce travail, je mettrais les choses dans un angle différent. Je crois que nous avons été un peu obnubilés par la méthode de l'aumônier, n'est-ce pas, dans l'édition de Ronsard, choisir les... Moi, j'ai toujours dit, voilà, c'est la bonne manière de faire, mais je crois que ce que nous devrions considérer, par exemple, comme la véritable première édition de l'Olive, c'est la seconde édition avec les 115 sonnets au lieu de 50. On a fait les deux. Oui. On a publié les deux. Non, mais je crois que du point de vue de l'optique, n'est-ce pas? Non, pas du fait de... Ouais. C'est l'adjectif véritable qui me gêne. Non, oui, sans doute. Parce que, voilà, le véritable, Montaigne dirait lui-même. C'est vrai qu'elle est préférable. Je suis tout à fait d'accord. 1582 est plus propre, plus maîtrisé, corrigé, etc. Bon, il se trouvait que quand on a commencé à travailler, on n'avait pas... Il y a très peu d'exemplaires numérisés, même encore actuellement, de 1582. On avait l'édition, et encore, je pense que quand on a commencé, il n'y avait pas celle de Philippe. Donc c'est assez récent, en fait, qu'on a à disposition un 1582 original. Et donc, c'était absolument indispensable qu'on ait une version numérique. Et la version numérique qu'on avait pour 1580, effectivement, c'était celle de Romorantin, parce que c'était notre campagne de numérisation, la première campagne de numérisation en région centre, que c'était facile d'accès, et que c'était intéressant aussi de montrer ça au public. On a fait, comme tu as dit, on fera, comme tu as dit, parce qu'on l'a pas encore fait, pour la théologie naturelle. Là, on part de 1581, et avec des variantes de 1569. D'accord. Voilà. Je pourrais ajouter que je pense la même chose de 1595 et 1598. 1598. Oui. Quand tous les gens qui publient, qui éditent 1595, ils se heurtent quand même au problème de haut lecteur. Bah, oui. Voilà. Ça n'entre qu'en 1598. Le viresque acquirite undo n'est là qu'en
en 98, il n'est pas là en 95. C'est donc, voilà. Bon, ça c'est après Montaigne, hein, mais voilà, je pense non, je crois qu'avec le passage du temps, nous avons perdu de vue ce qui était la manière de faire. J'allais ajouter, je crois que l'exemplaire de 80 dans la bibliothèque de Princeton est la première version aussi de la page de titre. Je crois, enfin, si mes souvenirs sont bons. C'est le troisième que je cherchais. Bon, oui, je crois qu'il faudrait que je t'enverrai un email quand je rentrerai au Canada. Je retrouverai mes notes. Mais pour moi aussi, un des problèmes, et je suis le représentant de la pratique anglo-saxonne, comme tu as dit, c'est que celui qui a fondé le système qu'on utilise dans le système d'édition de texte qu'on utilise dans le monde anglophone, Walter Gregg, n'est-ce pas, parlait de copy text, et qu'on traduit le plus souvent en français par texte de base, mais on a mal interprété cela en anglais. Pour Gregg, copy text était tout simplement l'exemplaire de l'édition que l'on utilisait, n'est-ce pas? C'était pas l'édition dans son entier, mais l'exemplaire. Mais on a mal interprété ça. Moi aussi, je l'ai mal interprété en disant voilà, je prends n'importe quel exemplaire de l'édition. Par exemple, quand je travaillais sur Thiers, de l'exemplaire de 1549, des erreurs amoureuses, et puis et je suis très très content de voir que là vous choisissez un exemplaire, vous précisez de quel exemplaire il s'agit, n'est-ce pas? Parce que c'est très très important avec la pratique des corrections sous presse de l'époque, n'est-ce pas? Il faut que le lecteur soit... C'est infernal, hein. À chaque fois que je regarde un exemplaire de 1580, il est différent de tous les autres que j'ai consultés. Donc, Claude Bloom avait dit cela déjà il y a 15 ans, que tous les exemplaires étaient différents. C'était déjà dans C.C. Masquer, et puis justement Philippe Dezan a prévu de refaire le C.C. Masquer en ajoutant des commentaires sur les exemplaires. C'est parce que depuis on en a consulté, on en a vu retrouver d'autres, mais pour l'instant on n'a pas encore de liste exhaustive de toutes les modifications qui apparaissent dans les exemplaires observés de 1580. On attend cette liste avec impatience, comme ça on pourra cocher là, voilà. Ça, mais j'ai aussi une question je dirais de morale ou d'éthique qui me trouble. C'est encore une matière qui a été étudiée par certains Américains, du moins, donc Thomas Tansel, sur le problème de l'intention de l'auteur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'auteur voulait qu'on lise? Et dans le cas par exemple, dans le cas de Ronsard, n'est-ce pas, où il élimine les sonnets obscènes des éditions postérieures, parce que non seulement parce que il les tient comme non valables, mais il ne veut pas que les gens lisent ces sonnets-là, n'est-ce pas? En 1552, ça va. En 1560, non. Il faut pas que les gens même sachent que ces sonnets aient existé, parce que les éditions successives, n'est-ce pas, c'est pas des variantes par rapport aux éditions. Je dirais 82 doit se substituer à 80 pour les essais, mais pour les autres, c'est des éditions successives qui doivent remplacer dans l'esprit du public l'édition précédente, n'est-ce pas? Le fait que Montaigne a barré beaucoup de passages, pour nous c'est très intéressant, parce que ça montre que l'exemplaire de Bordeaux était un travail continu, n'est-ce pas? C'est pas qu'il a fait une fois, n'est-ce pas? Il est revenu, il fait des changements. Pour nous, c'est très intéressant. Mais du point de vue de la lecture de Montaigne, n'est-ce pas? Il voulait pas qu'on lise cela, n'est-ce pas? Il voulait qu'on lise un texte parfait, en quelque sorte.
qui représente le dernier état de ces... Je serais vrai aussi pour ces notes de lecture, alors. Oui, il n'avait pas l'intention qu'on les lise, je suppose. C'est pas pour les autres, mais non, nous sommes des curieux et voilà, c'est ça. Oui, n'est-ce pas? Ouais, je sais pas, j'imagine Montaigne. L'édition de 1580 vient juste d'être achevée d'imprimer chez Milange. Il y va pour faire participer à la dernière relecture, celle qui va produire les errata. Et là, il est un peu... mais quand l'impression est finie, il pense que c'est ça que le lecteur doit lire. Oui. Mais quand il a fait la relecture et qu'il a... Je pense que c'est lui qui a produit la liste des errata, bon, sans doute avec l'aide d'un correcteur, mais enfin, il y a des errata d'auteur dès 1580. Et il a dit non, c'est pas possible, donc voilà, d'où les errata, que généralement les lecteurs ne vont pas voir, mais bon, ça, au moins, l'odeur est sauf. Et puis, il entreprend tout de suite, effectivement, la nouvelle édition. Mais au moment où 1580 est achevé, il dit c'est ça que les lecteurs vont lire. Donc, ça, tout dépend. L'intention de l'auteur, c'est à quel moment. L'intention de l'auteur, elle change à chaque fois qu'il produit quelque chose de différent. Mais il n'empêche que c'est gênant quand même, pour les questions d'éthique, effectivement. Moi, on m'avait demandé de travailler à quelque chose sur les œuvres complètes. Donc, je m'étais occupé des œuvres complètes de Montaigne. Voilà, qu'est-ce que ça serait les œuvres complètes de Montaigne? Et donc j'avais distingué plusieurs niveaux. Le niveau extrême, c'est celui où on va chercher dans la poubelle les papiers qu'il a mis dans la poubelle, et on ressort ça, et on dit c'est Montaigne. Et donc il y aurait là, d'ailleurs, un inédit de Montaigne à faire, c'est toutes les ratures. Ça n'a jamais été publié. Tout ce qui est sous rature, tout ce qui est sous rature, c'est voilà du Montaigne nouveau en quelque sorte. Mais c'est vrai que ça peut être considéré comme chose gênant. Mais enfin, parce que Montaigne dit voilà, ce qu'il écrit, c'est le portrait de lui-même, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Dans un sens, tout ce qu'il a écrit constitue une série de portraits successifs. Mon livre est toujours un. Oui. Donc, je crois que je ne vais pas insister sur ce problème de l'intention parce que, mais c'est quand même une dimension de l'édition d'un texte, n'est-ce pas? Et aussi, il y a le problème du mot texte. Je me rappelle, je suis allé voir une production du Neveu de Rameau, production théâtrale du Neveu de Rameau au théâtre de Vincennes il y a, je ne sais pas, 30 ans. Et j'étais avec un prof de littérature et à la sortie du théâtre, il a dit voilà, c'est pas un livre, c'est un texte, n'est-ce pas? Et le mot texte de cette époque-là avait pris des dimensions. Mais au théâtre, oui. Oui, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Mais moi, je suis un type très matérialiste et pour moi, le texte, c'est ce qu'on a sur la page, n'est-ce pas? Le texte, à un moment donné, au théâtre, c'était par opposition à l'improvisation. C'est-à-dire par rapport au... Enfin, il y a eu toute une période, effectivement, où on distinguait le théâtre improvisé et le théâtre de texte, c'est-à-dire un théâtre d'un auteur qui a écrit une pièce de théâtre qu'on joue. Voilà. Alors quand on adapte en fait un texte qui n'est pas un texte de théâtre, on en fait effectivement un texte qui est un texte d'auteur. En tout cas. Et enfin, un dernier élément, j'avais dans un article il y a une quinzaine d'années dit que voilà que l'éditeur, qui est un intermédiaire, n'est-ce pas, entre a un devoir envers l'œuvre en question, parce que toi tu peux avoir un exemplaire, disons Ville et Saulnier en les mains, et moi j'ai Rat-Thibaudet dans les mains, et nous disons tous les deux, nous avons ici les essais de Montaigne. Mais c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Donc nous avons une conception de l'œuvre. Et c'est souvent une conception qui
qui nous induit à introduire dans notre texte de base des modifications par disant ah ça c'est pas digne, enfin autrefois ça c'est pas digne de Montaigne d'avoir écrit cela, n'est-ce pas, on va le changer, n'est-ce pas, évidemment ça s'est passé. Nous avons aussi un devoir envers le texte et ce que vous faites là c'est absolument admirable pour moi, mais aussi nous avons un devoir envers le lecteur, envers le public, aussi. N'est-ce pas? Parce que le lecteur du XXIe siècle ne peut pas lire Montaigne comme le lisaient ses contemporains, physiquement, matériellement. Il n'existe pas, le lecteur. Le lecteur n'existe pas, sinon comme produit de l'avertissement au lecteur, au singulier, d'accord, oui. Qui lira individuellement, voilà, tout seul dans son coin, mais dans le coin d'une librairie, mais le lecteur n'existe pas. Il y a des lecteurs, et les lecteurs, c'est bien notre problème à tous, c'est à qui on s'adresse. Moi, j'ai enseigné pas mal dans l'enseignement secondaire. Il est bien évident que lorsque j'avais affaire, non pas à des terminales, mais à des secondes, ou voilà, je simplifiais beaucoup les choses. Bien entendu, j'allais plutôt, je modernisais l'orthographe. Enfin, je faisais une petite page, c'est tout, mais je faisais des choses qui permettent de mettre à portée, c'est la moindre des choses. Mais tout dépend des lecteurs ou des auditeurs d'ailleurs. Évidemment, si faut lire à haute voix. Ça, on n'en a pas encore parlé de ça, je ne sais pas quand est-ce que tu comptes en parler, mais lire, entendre. À propos de 95. Ah oui, parce qu'entendre. À la fin de cette table d'accord, ronde. parce qu'entendre le texte aussi, c'est. Pour des gens, c'est plus facile. Non, c'est ce que j'ai expliqué à mes étudiants cette année. J'ai dit, si vous ne comprenez pas, lisez à haute voix, n'est-ce pas? Parce que je ne sais pas s'ils ont fait ou non, mais enfin. Non, mais je suis très content que sur ce problème de l'encodage, on essaie de trouver des solutions. Vous trouvez des solutions pour que ce soit lisible, n'est-ce pas? Et tu as soulevé le nom de Balzac tout à l'heure. Un de mes collègues à Toronto avait fait une édition en ligne du Pierre Goriot. Et il paraît que moi j'ai pas vu, il me l'a décrit, mais par une série de liens, on commence devant les yeux avec le texte de 1834, n'est-ce pas, et avec une série de clics, on ajoute successivement les différentes couches et on finit avec le texte de la Comédie humaine. N'est-ce pas? Oui, ça c'est l'idéal pour Balzac, effectivement, d'avoir ça. C'est vrai que ça pose des problèmes cognitifs aussi. Ce système de lecture en strates. Et moi, effectivement, j'ai déjà consulté des livres comme ça. C'est pas sûr qu'on arrive à avoir l'idée d'un roman à la fin, quoi. C'est bon. Voilà. Et donc, c'est vrai que la solution de choisir, je ne veux pas voir les ratures, je veux juste la version finale, ou je veux voir les étapes intermédiaires pour y revenir. Ça, c'est différent. Mais pour la lecture, pouvoir proposer aussi une version disons propre, c'est aussi important. On n'a pas forcément envie d'avoir toute la cuisine antérieure. Voilà. Bon, on va peut-être regarder la cuisine justement. La cuisine de 80-82. Oui. Oui. Alors, l'objectif de cette édition-ci, c'était de créer tout un apparatus critique avec toutes ces éditions-là, ce qui faisait beaucoup de choses. Ce gros travail d'encodage a été effectué par Myriam Olivier, qui travaillait avec nous et qui faisait d'ailleurs le suivi de projet sur Monlo. Plusieurs pistes. Je veux juste commenter rapidement la diapositive précédente. Oui, en fait, plus ça va, plus on ajoute des notamment, il y a des nouveaux exemplaires qui sont numérisés, qui étaient loin, qui deviennent accessibles. Donc effectivement, au fur et à mesure, ça permet aussi d'enrichir éventuellement la notation. Et c'est vrai qu'avec donc la numérisation récemment faite à Bordeaux, on peut maintenant consulter et voir et vérifier très rapidement. Et Alain, à juste titre, insister
sur cet exemplaire de 1582 aussi, gardé, pas de 82, gardé à Bordeaux, et qui a des corrections tout à fait intéressantes également. Voilà. Donc on a pris tout ce qu'on avait sous la main à ce moment-là, et au fur et à mesure, et on a utilisé aussi 95, comme tout le monde. Parfois il y a des leçons erronées dès la première version de 1580 et qui sont erronées tout le temps. Et la dernière édition à corriger, c'est 95. Donc c'est bon. Ouais. Parfois il y a que c'est assez rare, mais ça peut arriver. Voilà. Alors au niveau de l'affichage, cette fois-ci, on a décidé de passer ces différentes leçons dans la marge et de proposer des options supplémentaires par rapport à nos options de base qu'on voyait tout à l'heure. Là, on a vraiment des options qui ont été faites pour cette édition 80-82, avec la possibilité donc d'afficher ou de masquer complètement cet apparatus. Et voire de choisir en fait les versions du texte qu'on souhaite afficher. Ici, là, sur cet exemple, on a dans 80 celui, et chez Lalanne c'est celui, et dans 82 ce tuy. Voilà. On a parfois des passages beaucoup plus complexes que celui que j'ai choisi pour cet exemple-là. Oui, c'est ce qu'a dit Alain, c'est-à-dire effectivement souvent, pas forcément toujours, 82 confirme la correction faite sur l'exemplaire Lalanne. Voilà. Et là on le voit. Ici on a cette leçon-ci sur selon les lois, Lalanne, mais aussi selon les lois. OIS 82 selon les lois OIX. Et voilà. Donc toutes ces petites strates sont dynamiques. On va aller voir ça directement. Comme je le disais, donc on a la possibilité de ne voir que 80. Et puis ensuite donc de masquer ou d'afficher certaines versions. Voilà, on n'a rien. Autre chose. Et on a parfois, bien sûr, une forme graphique d'un mot qui va se retrouver donc, dans tous les exemplaires. Alors, parfois, on n'a pas fait la collation de tout, donc mais c'est le principe aussi de l'édition en ligne, c'est que quand quelque chose a été oublié, on peut le rajouter. Oui. Et donc, je me dis, ah tiens, là, pour cette leçon-là, j'ai oublié de regarder sur 88 et sur EB, etc. Donc, on peut le faire. Bon, EB, en principe, je l'ai fait. Mais parfois, c'est vrai, on croit qu'on l'a fait et puis on a oublié. Hein, et donc, on pourra... mais bon, on ne va pas contrôler ça... Avant de mettre en ligne, sinon on n'y arrivera jamais. Oui, c'est aussi la problématique qu'on rencontre dès qu'on fait ce genre d'édition en XML-TUI, c'est qu'on est tenté de toujours vouloir corriger et rendre quelque chose de parfait. Et je crois que comme Montaigne, on va se permettre d'éditer quelque chose qui sera certainement imparfait et d'y revenir plus tard et de vous le signaler à ce moment-là, dès lors qu'on fera des mises à jour. Là, c'est un exemple grammaticalement intéressant, enfin linguistiquement intéressant, d'une forme en AI pour le futur au lieu du OI, enfin OI ou OY. Là, c'est incomplet parce qu'effectivement, Lalanne a corrigé pour prendre la version pour jouer. Hein. Mais là, on n'est pas allé voir si c'est reproduit dans les autres. Hein. Donc ça manque, mais ça peut être d'enrichissement de la notation plus tard. C'est probablement, parce que c'est quand même assez rare à l'époque qu'on ait une forme avec A. Là, on a par exemple, Là, c'est un changement de temps. Donc c'est ça. Voilà. Et alors, il faut aussi penser que maintenant, on a Lalanne sous la main, mais que tout le travail qu'on a fait d'annotation a été fait à partir des relevés que Alain Legros avait fait à la main sur l'exemplaire à Bordeaux, à la bibliothèque municipale. Oui. Donc on n'avait pas de reproduction intégrale. Donc maintenant, effectivement, ça va être plus facile. Hein, on va pouvoir corriger, modifier, compléter.
Voilà, donc là, ce qu'il reste à faire sur ces 2 livres, c'est le contrôle de ce qui a été fait, les ajouts de ce qui manque donc au niveau des leçons. Il devrait y avoir l'espace à... Oui, voilà, exactement. On voit déjà la faute. Ce genre de petites choses qu'on voit directement et qu'il faudra corriger. On estime pouvoir peut-être mettre ce livre 1 en ligne dès septembre. Là, c'est assez caractéristique des erreurs que l'on peut faire quand on fait l'encodage et qu'on ajoute les balises. On a tendance à supprimer les espaces, à pas mettre les balises exactement là où il faut par rapport aux espaces. Si bien qu'après, une fois que l'encodage est mis, les espaces ne sont pas placés là où il faudrait. C'est un travail très minutieux. Ces choses-là sont immédiatement visibles sur le grand écran. C'est ça, pour ça. On les a regardés 10 fois. On regarde la page, on a pour 2 Oui. secondes. Oui. Voilà. C'est bien l'intérêt de pouvoir justement basculer sur l'affichage, parce que c'est vrai que là on se rend pas compte, mais le fichier balisé n'est plus lisible, on peut plus corriger directement, on peut corriger directement dessus quand on sait qu'il y a quelque chose à corriger à un endroit, mais sinon c'est pas... Notamment les espaces, les blancs, on les voit pas. Voilà. J'essaie de trouver une modification un peu plus longue. Les trépillements de tout à l'heure. Oui. Trépillements. Voilà, ne porte et ne porte pas. L'exemplaire de Yale, c'est celui qui avait été publié par Daniel Martin. Oui. Et que moi j'ai chez Slack. Oui, c'est ça, oui. Oui, donc on s'en est servi aussi. D'ailleurs, c'est toi qui avais fait les relevés aussi. Il avait lui-même marqué des variantes, mais pas toutes. Oui, voilà. Il a fait un gros travail. Là. Alors le problème de cet affichage-là, c'est que là pour l'instant on a des exemples, on a une seule ligne concernée, c'est quand on a plusieurs lignes qui vont être concernées par plusieurs... en général, ce qui flotte sur le côté droit risque d'être décalé et on va plus trop savoir à quoi est associé l'apparatus. On ne sait pas encore si on va pas... Bon, ça apparaît en couleur. Donc, oui, ça apparaît en couleur, mais... Comme je vois les V ici, et les V par exemple, V là. favorisés, donc c'est quel niveau de... Alors pour nous, c'est niveau donc régularisé, c'est-à-dire que c'est encore une fois l'encodage qui permet d'afficher cette version régularisée. On propose toujours par défaut au lecteur une version régularisée, corrigée et désabrégée. On peut tout à fait revenir aux versions originales et non corrigées. Et donc avoir ici des U, tu vois, pouvez écrit avec 2 U. Voilà, et au passage de la souris, on voit l'original. Voilà. Ça c'est ce que permet le numérique. Oui, voilà, c'est vrai que c'est ce dynamisme-là. Voilà, et puis même principe, de toute façon, pour ce qui est... Voilà, c'est un peu coupé par l'affichage, mais pour ce qui flotte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à montrer. Concernant, Bon, on passe à 95. Ou s'il y a des commentaires. Oui, des questions. Oui. On peut bien évidemment chercher. Dans les deux, oui. Dans les deux versions. Et est-ce qu'on a fait pour baliser les mots qui ont utilisé l'orthographe, on a répertorié l'orthographe. Oui, alors l'idée c'est que si on a 10 variantes sur le même terme, on aura en effet une balise pour chaque variante. Et donc tout est englobé. Il faut chercher d'ailleurs. Par hasard, je cherche à régulariser, ça n'affichera jamais la version. Si vous cherchez, ça ira chercher à la fois dans toutes les balises en fait. Donc ça ira chercher à la fois dans la version originale et dans la version régularisée qui est associée. Et ça pointera vers l'endroit où il y a cette forme soit régularisée, soit originale, mais ça cherche dans les deux à la fois. Voilà. Ah oui, là alors là il y a deux choses. Là vraiment l'apparatus est en effet fait à la main parce que les variantes on est obligé
on peut pas les déduire automatiquement. Par contre, cet affichage-ci, là, entre mauvais, V ou U, on a développé, un ingénieur, George Fins, a développé une feuille de transformation XSLT qui va permettre de générer ces formes régularisées automatiquement. Alors il y a une phase on ne vous cache pas qu'il y a une phase de relecture. Dès qu'il y a quelque chose d'automatique, on ne peut pas être sûr du résultat produit, mais ça permet quand même d'obtenir ces régularisations de façon beaucoup plus rapide qu'à la main. À la base, oui, on le faisait à la main et ça prenait beaucoup de temps. Donc là, on a des règles. Ouais. Vous pouvez montrer format, la version XML? Alors, c'est important, format, personne ne regarde jamais, mais voilà, cliquez sur l'onglet format. Et là, vous avez le back-office. Alors voilà. Alors là, vraiment pour quelqu'un qui encode et qui veut aller voir justement, tiens, comment est-ce qu'ils ont encodé ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ça donne ça, et tout ça. Alors, il y a quand même... l'entête est développée, hein. C'est-à-dire que c'est important aussi de regarder, parce que ça prend plusieurs pages, c'est assez long. L'entête, c'est c'est aussi la liste de tous ceux qui ont travaillé sur cet objet, sur ce document, et quand, etc. Donc on voit aussi tous les intervenants, tous les malheureux contractuels qu'on a fait travailler. Il y a même parfois, ça remonte à mes stagiaires de Clermont-Ferrand en 1993 ou 1994. Hein, là, je ne l'ai pas montré parce que pour. Oui, c'est monté, je l'ai pas fait. Mais c'est très long. Mais il y aura ça, bien sûr. Il y aura une en-tête développée avec aussi tous les crédits, toutes les bibliothèques, les noms des fonds. Les exemplaires choisis. En fait, il y a les éléments de bibliographie matérielle sont fournis aussi dans l'entête, et on en met un extrait simplement dans le short title qui est sur la page d'accueil. Bon, et puis alors là, il y a le corps du document, effectivement, avec cette balise choice qui est extrêmement importante, parce que c'est justement ce qui va permettre de proposer cette alternative entre telle version, telle graphie, tel système d'affichage. Donc ça, c'est effectivement important. Donc ORIG, c'est évidemment la version originale, REG, c'est régularisé, et puis évidemment, c'est la feuille de style qui va faire basculer de l'un à l'autre. Je cherche les apparatures. Vous avez remarqué aussi qu'on respectait le lignage, c'est-à-dire que la mise en page est respectée autant que possible. Ce qui est un pari douloureux parce que c'est très coûteux en temps de gérer les césures. Ça aurait été beaucoup plus facile de mettre du texte au kilomètre et de ne pas respecter les lignes. En même temps, c'est très important d'avoir ce lignage qui correspond au facsimilé, d'une part que pour le double affichage, pour la relecture aussi, c'est très bien parce que les lignes sont les mêmes et parce qu'on a comme ça un texte qui est quand même assez proche de la disposition à l'œil de ce qui était l'original, mais c'est surtout pour ces questions de repérage très rapide, ligne à ligne, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça qu'il y a des line breaks à la fin de chaque ligne LB que vous voyez là, et c'est ça qui fait qui force le retour à la ligne. Et la gestion des césures, je ne sais pas si on en a ici. Si. Voilà, par exemple. Extrême. Ça a pris combien d'années pour que le consortium TEI trouve une solution Ah oui, alors il y a une solution maintenant que nous n'utilisons pas, malheureusement, mais on pourrait l'utiliser parce qu'en attendant que le consortium trouve une solution pour gérer ces césures, enfin pour les marquer au niveau du line break. Parce qu'il faut on a trouvé, voilà, nous on avait choisi ça parce que quand même, utiliser du XML permet de faire ses propres choix sans que ce soit incorrect. Et alors oui, voilà, ça, on encode la citation. Oui, pour les césures, ça sera trop long à expliquer. Mais oui, effectivement, c'est important. On peut extraire du fait qu'on a marqué toutes les citations
et qu'on a marqué qu'elles étaient en latin, ça va pouvoir permettre de sortir toutes les citations latines, parce qu'en fait ça permet d'indexer aussi, ce sont des repères pour l'indexation, toutes les citations en latine, en italien, en grec, ou même en français, le français de Ronsard cité, ou de Du Bellay cité par Montaigne pourra être extrait en tant que citation. Ça permet aussi de ne pas régulariser, par exemple le latin. On ne régularise pas les formes latines, on les laisse telles quelles, donc ça permet à la feuille de transformation qui fait cette régularisation automatique de ne pas toucher aux citations, par exemple. Parce que régulariser le latin, Une petite question. Oui. Et le grec, alors, vous en faites quoi? Alors le grec, normalement, on transcrit en caractère grec Unicode pour que ça s'affiche et que ça puisse être recherchable. Donc, toutes les... là, je sais pas si on... Ils donnent des accents et des esprits. Oui, mais c'est pas la même police que la tienne. Non, mais tu te souviens, on avait fait les transcriptions, on avait vérifié les transcriptions ensemble. Il n'y en a pas beaucoup de toute façon de grec, ça peut être lettre par lettre. C'est ça. Parce qu'autrement, c'est quand même bien de pouvoir... Oui, alors que là, c'est l'insertion de caractère. Donc on met aussi, alors non seulement il y a la citation, quote, latin, mais aussi le fait qu'elle est en italique. Et donc du coup, automatiquement, la feuille de style va afficher la citation latine en italique. Voilà. Ça, c'est aussi... Et donc voilà, je voulais montrer un peu les leçons, comment elles étaient encodées. Donc on a une balise pour l'apparatus. La leçon, on va dire, le lemme, c'est la leçon de base, qui provient de l'exemplaire choisi comme référence, donc la 80. Et ensuite, on peut multiplier donc ces balises RDG, donc reading, une autre lecture de ce qu'on encode, avec un identifiant pour, ici 95. C'est witness, voilà, c'est témoin, le au témoin. sens que les médiévistes, les philologues emploient ce terme, le témoin. Voilà, on aura donc autant de balises RDG qu'on a de leçons sur ce passage. Le témoin, c'est pas une personne, c'est un texte. C'est un texte, voilà. Et donc là, c'est un identifiant qu'on a choisi. Ça pourrait être n'importe quel autre identifiant choisi dans le cadre de tel projet. Voilà, parce que 95 précédé du dièse signifie qu'on a ailleurs un répertoire dans lequel on décrit 1595. Oui. Voilà. À quoi ça correspond? Ça peut être un nom de personne, etc. Donc on a des répertoires qui sont externes, mais qui sont liés et qui peuvent être liés à ces identifiants qu'on met dans le texte. Donc ça, on peut le voir si on veut le voir. Toujours, oui. Mais le lecteur peut... Ça on le... il faut aller le chercher. Oui, il faut aller le chercher, voilà. C'est très intéressant, je trouve. Oui, parce que les recettes sont là. C'est pas mystérieux. Voilà, Mais c'est vrai qu'on devrait peut-être, dans la nouvelle ergonomie qu'on ne manquera pas d'avoir, de mettre plus clairement. En fait, c'est déjà comme ça dans le site allemand, la Deutsche Textarchiv, il y a aussi la possibilité de voir tout le texte en XML. Souvent, on dit voir le XML et en fait, on a juste l'entête et la fin, on n'a rien entre les deux. Mais nous, on n'a pas de raison de le cacher. D'abord, ça permettra à ceux qui s'y connaissent de repérer des erreurs, éventuellement. Oui, puis ensuite, à tous les autres projets qui peuvent utiliser ces textes dans un autre cadre, je pense aux linguistes pour les intégrer dans des corpus de langues. Ils peuvent récupérer les fichiers depuis le site. Ils récupèrent le fichier balisé. De mots de TXM, on a prévu d'en parler. On en parlera pour la ponctuation. Pour la ponctuation cet après-midi. D'accord, très bien. Il me reste combien de temps pour et quelle heure? C'est masqué, je ne sais pas quelle heure. 1595, je n'ai l'heure que sur l'ordinateur. Pardon? 11h20. 11h20, bon, si on a quand même un peu de temps pour. Je vais sortir mon. Voilà. Oui? Pardon. Oui. Pas du tout. De là, soustract. Oui, de façon à faire émerger des variantes. Oui. À partir de deux textes, alors c'était du texte, façon texte, sans langage XML.
Alors, Alors on oui, c'est a, possible. il y a aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'héritage de ce projet-là ou pas, il y a Jouxta Oui, qui Jouxta fait permet ça. en ligne en effet, de charger plusieurs versions de texte. On peut même en charger 3, 4, 5. Et en effet, après on a un espèce d'alignement qui permet de voir toutes les variantes entre ces versions de texte. Alors, on aurait pu faire ça pour 80-82, effectivement, à condition de faire transcrire entièrement 82 aussi. Donc déjà, voilà. C'est ça, c'est nous, on n'a pas toutes les versions de texte Voilà. transcrites, donc on Oui. en a qu'une et on ajoute. Ce que j'ai vu, moi, ça ressemblait quand même beaucoup au résultat qu'on a quand on fait de la comparaison de documents avec Word. C'est-à-dire que toutes les variantes de forme et de graphie sont traitées par le logiciel, et du coup, c'est extrêmement difficile à lire. Donc il faut avoir quand même des textes qui sont alignables, quand même, qui sont très proches. Justement par le format. Il faut absolument que tout soit formaté de la même façon pour ne faire apparaître que ce qui est vraiment significatif. Et entre 80 et 82 apparaîtraient toutes les variantes graphiques en particulier qui sont assez nombreuses. Là qu'on en côte. Alors, bon, Oui. après tout, pourquoi pas je pense que pour ceux qui font des histoires d'orthographe, les pratiques orthographiques chez Milange, ça serait très, très intéressant parce qu'on verrait justement toutes ces variantes-là. Maintenant, on laisse à d'autres le soin de retranscrire entièrement 1582. Voilà. Et le problème, c'est que Jouxta ne fait pas la différence entre une variante graphique plus ou moins significative et une variante significative. Et après, il faut faire le tri. Ce que j'ai vu, en tout cas, c'était... Oui. C'est pas sûr. C'est pas sûr, parce que moi, sur les échantillons que j'avais vus, c'était quand même le travail de tri était très important. Et puis, les relevés étaient déjà faits. Alors, 1595, donc on reviendra cet après-midi sur EB. 1595, eh bien... pour nous, et là je pense que John va intervenir sans doute sur des choix qui ont été faits par certains éditeurs de reproduire 1595 comme étant probablement, personne n'affiche une certitude absolue, probablement l'état le plus proche de ce que Montaigne justement aurait peut-être voulu avant de mourir. Je ne prends absolument pas position par rapport à ça. Pour moi, 1595, c'est un witness, c'est un témoin. C'est effectivement un texte, un état du texte. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Voilà, c'est un état du texte qui est extrêmement intéressant, mais qui par ailleurs, dans certains passages, me gêne horriblement. Parce que j'ai préféré de loin les versions antérieures. Voilà. Je donne toujours cet exemple, le magnifique « Oh, un ami », une espèce de cri du cœur de Montaigne, enfin qu'on interprète comme ça, devient dans 1595 « Et qu'est-ce qu'un ami ?» Et c'est lamentable. Mais peut-être que effectivement, à l'époque, l'affect était meilleur. Alors j'en ai discuté avec Jean Balsamo qui a dit « Ah, mais il y a des exemplaires de 95 où c'est corrigé. » Sauf que, pour l'instant, je n'en ai rencontré aucun. Tant mieux, j'aimerais bien que ce soit corrigé, mais par qui corrigé aussi en 1595, c'est pas forcément très facile de le savoir, en tout cas pas par Montaigne, ça c'est sûr. Ouais, voilà. Et en tout cas, on ne peut pas savoir si Montaigne voulait que soit publié « Oh, un ami » ou bien la chose plus banale. Ah non, on ne peut pas. Il même dit d'ailleurs qu'on ne s'arrange pas forcément en vieillissant. Oui, c'est ça. Oui. Absolument. Ouais. Voilà. Donc, pour 1595, c'est un petit peu différent de 1580-82 parce que là, on prend globalement, on va pas s'amuser en éditant 95 à retracer, à aller à l'envers, à retracer toutes les variantes antérieures. Non, on publie 1595 et seulement 95. Voilà. Mais grâce justement à une procédure d'alignement, on pourra effectivement aligner 1595 avec la belle transcription de EB que l'on va avoir. Ça, on pourra le faire et du coup avoir les deux textes en parallèle.
Alors, voilà. Donc, il y a plusieurs processus. Alors, j'ai listé les exemplaires de référence sur lesquels on travaille actuellement. Pour la transcription, elle était déjà faite et vous avez sans doute tous déjà récupéré en ligne cette version qui est devenue mystérieuse de certains trismégistes. J'arrive même plus à me souvenir de la date à laquelle je l'ai téléchargé. Ça fait assez longtemps. À l'époque, il y avait un nom, mais je ne l'ai pas noté. Je me souviens juste que c'est un Américain. Je pense que c'est effectivement vers 1999. Donc je fais un avis de recherche pour... en tout cas, les recherches qu'on fait maintenant n'aboutissent pas, et je crois que pour Philippe, qui lui aussi utilise cette transcription, il n'en sait pas plus. Alors, on part de cette transcription qui a quand même pas mal de fautes. Elle est assez bonne, mais elle a quand même pas mal de fautes. Et la vérification que j'effectue, ce que j'ai effectué en premier lieu, c'était grâce à l'exemplaire en couleur qui est en ligne depuis assez longtemps sur le site de l'Université de Virginie, parce que c'était en couleur, c'est un très bon exemplaire, très bien numérisé, et que à l'époque, pour 1595, on n'avait vraiment l'exemplaire Gallica est abominable. Donc je pense que c'est fait à partir d'un vieux microfilm, etc. Enfin, c'était mieux que rien, ça permettait d'avoir deux exemplaires. Et puis, au fur et à mesure que des nouvelles numérisations apparaissent, on peut avoir d'autres témoins et d'autres exemplaires. Donc, celui de Cambridge, qu'on a fait numériser à Cambridge, et l'exemplaire assez récemment de la bibliothèque municipale de Lyon, qui est aussi un exemplaire en couleur de bonne qualité. Oui, pardon. Oui. La transcription de Trismégiste est presque intégrale parce qu'on n'a pas le grec. Voilà, alors il y a des trous. Il y a des trous. Alors évidemment, on va compléter tout ça. On va compléter tout ça. Et ça a été complété d'ailleurs par Élise Gauthier, qui est doctorante et qui est lettres classiques. Et donc, on a profité aussi de ses compétences en grec et en latin aussi, donc pour compléter le grec, le retranscrire. Et puis, avec l'aide d'Alain. Et puis, bien sûr, aussi pour le latin. Donc les principes pour 1595 sont les mêmes que pour les autres éditions. Alors sauf dissimulation, désabréviation. Dissimulation, c'est le fait de transcrire directement les IJ et les UV, les lettres ramistes de façon moderne. Trismégiste a transcrit directement, enfin en modifiant directement, donc on n'a pas à passer cette moulinette qui permet de passer de l'un à l'autre. On ne va pas revenir en arrière. Ça sera un coût trop important et d'un intérêt scientifique finalement pas si grand que ça si on n'a pas les IJEV d'origine de l'édition de 1595. Si quelqu'un d'autre veut le faire, là aussi, il est libre, on peut récupérer nos travail. Donc pas de retour en arrière. Donc correction des erreurs de Trismégiste. Donc pour l'instant, j'en ai contrôlé à peu près les 2/3 et c'est quand même une centaine d'erreurs. Voilà. Alors ce qui reste à faire, et c'est encore beaucoup, je fais en fait la correction de la version de Trismégiste en modernisant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la modernisation fait apparaître, le processus de modernisation fait apparaître justement les erreurs et je les reporte dans mon texte de base qui a été évidemment conservé. L'encodage n'est pas fait parce que il faut terminer justement ce travail de correction avant d'encoder, de relecture. Encoder selon les normes épistémon, le nom de la base textuelle. Avec nos interventions sur 1595, ça va être seulement l'encodage des coquilles, pas des variantes évidemment. Enfin, s'il y a des variantes d'exemplaires, si j'en trouve, on les mettra. Mais ce sont surtout, c'est pas les variantes par rapport aux éditions précédentes. Donc on n'encode que, on va dans le sens, si vous voulez, c'est EB qu'on complète avec 95. Mais on ne corrige pas 95 avec EB. Voilà, on n'est pas dans l'autre sens. En revanche, il y a des coquilles, on corrige, voilà.
Alors les coquilles sont toujours conservées en tant que coquilles, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours la version originale qui peut être affichée si on veut vraiment voir le N renversé, remplacé par un U comme il fallait. Hein. Alors, c'est seulement sur 1595 que je procède à la modernisation des graphies. Alors, pas tout à fait seulement des graphies. Donc, on a donc la modernisation, elle est semi-automatique avec une espèce d'adaptation extrêmement empirique de la méthode des n-grammes. Donc, la méthode des n-grammes, ça consiste à faire un calcul statistique des probabilités d'association de groupements de lettres, 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres, donc en français. Le français de la Renaissance étant extrêmement inventif dans les possibilités de combiner justement les lettres. Donc, mais il y a quand même des régularités. Hein. On sait que si on a VN et que c'est un mot, on peut effectivement moderniser avec vraiment très rapidement en mettant UN à la place. On peut même faire ça avec Word. Donc j'ai utilisé ça de façon empirique et j'ai utilisé aussi, ça peut paraître bizarre, des correcteurs orthographiques de Word et d'OpenOffice qui ne fonctionnent pas tous les deux de la même façon et qui permettent aussi une graphie du français de la Renaissance va être repérée comme une faute d'orthographe par ces correcteurs orthographiques et va proposer souvent le mot bien accentué comme il faut à la moderne. Donc on va faire les rechercher, remplacer. Sauf que je me suis aperçu qu'on ne peut pas faire ça sur le texte entier, ça aurait été bien, mais apparemment il y a des bridages de programmes qui font qu'on est obligé de le faire par morceaux. Et ça ne marchait pas sur les 1100 pages que ce soit pour Word d'ailleurs ou pour OpenOffice. Il y a des problèmes de capacité, je pense, de mémoire. Au bout d'un moment, le logiciel ne fonctionne plus. Alors, ce qui a été fait par George Fins après cela, puisque je lui ai donné donc mes chapitres modernisés et puis l'original, il se sert de ces deux versions pour pour écrire un script de modernisation automatique, puisque ça donne déjà des modèles, hein, tel groupe de caractères va donner tel autre groupe de caractères en graphie moderne. Et là, on est en train, il a un peu laissé de côté parce qu'il a pris de nouvelles tâches et de nouvelles fonctions à la Maison des Sciences de l'Homme, mais c'est vrai que ça fonctionne déjà et que ça permet, tout n'est pas parfait, il faut bien sûr toujours contrôler, relire, etc. Mais ça permet déjà de lancer un certain nombre d'opérations, donc il fait ça en XSL, hein, finalement, en langage XSL, et ça permet déjà d'avoir un petit programme qui peut intéresser beaucoup d'éditeurs, justement, qui aimeraient bien avoir et la version originale et une version en graphie modernisée. La version en graphie modernisée a aussi cet intérêt, c'est que du coup, elle peut être, on peut la faire traiter par des logiciels d'analyse linguistique, traitement automatique du langage, qui sont fondés sur du français moderne, hein, sur du français surtout en graphie moderne. Donc l'utilisation de l'alignement original. Alors, ce qu'a fait George Fins aussi, c'est ce qu'a dit Laurent tout à l'heure, c'est qu'il y a un premier module de dissimulation des abréviations, hein, de suppression des caractères tildés pour les remplacer par les N ou les M, hein, la plupart du temps. Et donc, quand on a un texte comme celui de 1580 qui a été saisi par un prestataire à l'identique par rapport à l'original, il faut passer d'abord effectivement ce premier script là, et si on voulait, on fera bien un jour, avoir un texte de 1580 lui aussi modernisé. Hein. Et puis, alors ce que j'ai fait aussi au fur et à mesure de la modernisation, pour certains mots, mais il y a quantité de faux amis comme vous le savez, et donc je propose un autre mot alternatif qui soit acceptable et qui ne provoque pas de contresens dans l'esprit du lecteur moderne. Alors, par exemple, dans ces substitutions qui seront encodées,
Pour l'instant, je les ai mises en œuvre de bas de page, hein, on les récupérera et on les encoder. Bon, par exemple, le fait de substituer aucun par quelque quand aucun a un sens positif. Hein. Ça fait des contresens monstrueux quand c'est conservé tel quel et que c'est lu par des lecteurs qui n'ont pas l'habitude de la langue du XVIe siècle. Donc on l'a fait, par exemple, pour l'avis au lecteur, hein, on a dès la première page, on a ce problème-là. Le du tout, hein, qui aussi peut générer des contresens. Mais ça dépend aussi des contextes, donc à chaque fois c'est différent. Hein. Incontinent que moi, mes étudiants ont compris au sens médical, donc je me dis il faut faire attention, médical ou immoral. Pardon ? Pourtant et si. Oui, moi, je ne l'ai pas mis là parce que j'ai mis. Oui. Alors là, c'est absolument pas automatique. Hein, c'est moi cas par cas. Effectivement, les substitutions. Et d'ailleurs, en regardant je regarde toujours ce qu'ont mis les collègues dans les éditions, en Pléiade, Pochothèque, Villet, Folio, etc. Toutes mes éditions autour. Et je regarde comment ont été traduits certains. Pourtant, ici, pas toujours. Tout le monde n'a pas forcément la même compréhension. Donc j'essaye après je fais des choix, hein, je les assume. Hein, voilà. Mot police, hein, parfois on arrive à comprendre que c'est pas la gendarmerie ni la police judiciaire. Parfois vraiment il faut substituer gouvernement, société. Alors ce que je fais, hein, c'est les principes que j'ai mis. Que je substitue toujours par des mots appartenant au vocabulaire de Montaigne. C'est-à-dire que je cherche dans l'ensemble de mon corpus, si je mets un mot qui est anachronique, c'est-à-dire qui n'est pas attesté par Montaigne, bon, parfois j'en ai pris qui étaient attestés à l'époque, mais qu'on ne trouve pas chez Montaigne, mais je le signale, hein, c'est de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté justement par rapport à ça, et ça sera encodé dans l'apparatus. Voilà. Alors la ponctuation, dans cette modernisation des graphies, cette ponctuation, elle est entièrement modernisée. Alors qu'est-ce que ça veut dire moderniser la ponctuation ? Pour moi en tout cas, c'est d'abord modifier la ponctuation telle qu'elle est dans l'original de 1595 en fonction de ce qui viendrait spontanément et quand on lit quelque chose à l'écrit, hein, quand on lit en lecture visuelle. Donc moi j'ai fait un premier passage comme ça, ensuite j'ai donné à relire à Élise Gauthier qui avait qui a fait du travail sur 1595, notamment pour les traductions des citations, et Élise Gauthier parfois modifiait ma ponctuation. C'est intéressant de voir qu'elle n'avait pas forcément la même sensibilité au découpage de la phrase. Et donc après, moi, je reprends le texte, je regarde ces modifications. Alors, je regarde pas je lui ai demandé de ne pas indiquer ces modifications de ponctuation pour voir si je m'en apercevais. Et si je m'en apercevais pas, c'est que ça pose pas de problème. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment une combinaison de deux lectures, hein, que cette ponctuation-là. Et puis là où je modifie, en fait, c'est quand je passe à la lecture orale. C'est-à-dire je lis intégralement, donc on a procédé chapitre par chapitre, je le lis oralement, comme si j'avais à le déclamer, et là, je change souvent la ponctuation. Parce qu'il y a des phrases qui ne sont pas lisibles, comme ça, qui sont intellectuellement satisfaisantes sur le plan de la ponctuation, mais dès qu'on veut les lire, on est obligé de modifier. Donc souvent, effectivement, c'est question des deux points, point-virgule, et puis aussi des longueurs de phrases, et puis des constructions périodiques qui pour qu'elles soient vraiment senties comme telles, comme étant une phrase unique, demandent effectivement à ce qu'il y ait un autre type de ponctuation. Ça, on y reviendra cet après-midi. Donc, tout ça, c'est cette édition de modernisée de 1595, elle a un double objectif. Un objectif de publication en ligne de cette édition modernisée, donc pour donner le texte à lire en graphie moderne, avec là aussi la possibilité de lire les mots substitués ou pas, hein, on pourra laisser cette proposition-là. Un encodage très simple qui sera vraiment un encodage de structure, hein, on ne va pas faire beaucoup de chichi.
Et donc ce texte-là, c'est celui que j'ai donné à lire à un acteur avec cette idée de faire une édition sonore. Alors c'est pas seulement une lecture orale, je dis c'est une édition sonore parce qu'effectivement tout ce travail que je viens de décrire, c'est quand même du travail éditorial. Hein, c'est quand même des choix, même des choix au niveau de la ponctuation. Alors la ponctuation, je lui ai demandé une ponctuation moderne. Bon, déjà, quand les graphies sont modernisées, l'acteur n'a pas la tentation de dire « estoire » ou des choses comme ça. Hein, donc, ce problème-là, il est supprimé. Et dans mon idée, justement, la ponctuation que je mettais, la ponctuation, donc, après avoir fait cette lecture orale, pour moi, c'était une sorte de partition. Hein, c'est-à-dire cette ponctuation-là, il fallait qu'il la respecte. Et justement, quand il ne la respectait pas, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a quand même un problème de compréhension, un problème de sens. L'acteur est quelqu'un de très, très cultivé, c'est pas ça le problème de sens. Et aussi, il y a quelque chose qui est en train de se passer actuellement dans la langue française, c'est que la fameuse phrase interrogative est de moins en moins marquée comme étant interrogative à l'oral. Et que finalement ce point d'interrogation, on a dit voilà, ça montre qu'on a, etc. Et bien maintenant le locuteur français ne le respecte plus. C'est pas, c'est-à-dire qu'on peut mettre une phrase avec un sujet inversé sans mettre l'interrogation qu'on devrait mettre dans l'interrogation orale. Donc voilà, il y a aussi des éléments comme ça qui font que je suis un peu moins sévère lorsque la phrase d'interrogation, qui est souvent l'interrogation oratoire hein, dans les essais, et finalement avec une modulation qui retombe. C'est finalement pas impossible. Voilà. Alors, l'état actuel, pour les citations, c'est très simple, on n'allait pas infliger ni à l'acteur ni au public les citations en latin. D'ailleurs, comment prononcer le latin de l'époque ou maintenant même, c'est pas si facile. Et pour les traductions, quelle version choisir? Quelle traduction? On n'allait pas refaire les traductions, il y a eu déjà, tous les éditeurs des essais ont déjà traduit, souvent bien traduit. On a pris les traductions de la Pochothèque et puis finalement on a été obligé de les retoucher. On a été obligé de les retoucher parce que ce ne sont pas des traductions qui sont faites pour être dites. Et on n'avait pas anticipé ça. C'est en fait, quand on a une traduction, quand on a une citation latine qui est dans une phrase de Montaigne, les traducteurs, quand ils ont traduit la phrase, ils ont traduit le latin, et c'est très bien traduit, sauf que la syntaxe n'est pas articulée avec ce qui précède ce qui suit. Il y a des répétitions qui sont très maladroites. Il y a un registre qui est un registre parfois trop marqué. Donc en fait, on a dû retoucher ces ponctuations. Et on parlera bien sûr aux différents éditeurs de la Pochothèque, voir s'ils sont d'accord. Bon, tout le monde, effectivement, regarde quand même les traductions des prédécesseurs, hein, malgré tout. Et là, on a été obligé de les retoucher pour effectivement que ça soit fluide, surtout dans la lecture. Alors l'état actuel, c'est que seulement 18 chapitres du livre 1 sont enregistrés. De toute façon, pour le livre 1, je ne donne pas tout à enregistrer. Il y a vraiment des essais qui sont peu lisibles oralement. Le pari, c'est le texte intégral. C'est-à-dire on ne coupe rien. Et quand on ne coupe rien dans un chapitre, c'est tout à fait autre chose que de se permettre, comme dans la lecture très belle par ailleurs de Piccoli, de lire la traduction Longly, sautant toutes les citations et sautant même une partie du texte. On a vu dans De l'oisiveté par exemple, il n'y a pas la grande période initiale. Voilà, c'est plus quand même tout à fait du Montaigne. Donc le pari du texte intégral demandait aussi à sélectionner des chapitres qui ne seront pas lus ou qui pourraient être lus par quelqu'un d'autre. Après tout, on n'est pas obligé d'avoir le même lecteur partout, tout le temps. Et puis, il y a quelques reprises à faire. Et puis le livre 3, là, les traductions ne sont pas encore toutes prêtes.
Et puis, bon, on a un problème aussi avec le studio qui a fait faillite. Bon. Donc il va falloir trouver une autre solution technique pour faire les reprises et pour faire la suite. Ça, on nous dit travailler avec des entreprises, nous travaillons avec des entreprises, mais voilà, on est aussi à la merci d'accidents qui peuvent arriver à tout le monde. Voilà. Alors la synchronisation, c'est ce qui est fait par Jean-Philippe Corbellini à la MSH Val-de-Loire. Bon, on ne va pas le faire voir ou écouter parce que je l'ai déjà passé hier rapidement. Et donc l'idée, c'est que pendant qu'il y a la lecture par Pierre Tissot, il y a le défilement de l'édition de 1595, pas pour le haut lecteur qui sera de 1598. Bien sûr, et que comme ça on peut suivre, on peut peut-être le relancer. Je sais pas si on a le lien. Là. Et il y a même deux propositions. Donc Laurent a aussi travaillé sur la lecture non pas du facsimilé pendant qu'il y a l'acteur qui parle, mais la lecture de la version modernisée pendant que l'acteur parle, ce qui permettrait d'avoir aussi sous les yeux la version. La ligne de représentation. Oui. Oui, ça doit être vers la fin, quand il y a l'écran noir. Voilà, c'est là, et quand on clique dessus, normalement. Attendez, est-ce qu'il faut que je mette. Je me connecte. Vous avez le mot de passe? Il ne me demande pas, moi. Mettez sur du roi. Hop. Bon, c'est pas vrai. Pendant que... Oui, j'ai des problèmes techniques. Donc voilà, alors comme j'ai lu l'article de John sur... ou contre plutôt 1595, je pense qu'il a des choses à dire par rapport à cela. Et peut-être qu'on va me demander pourquoi avoir donné à lire 1595. Alors, je ne peux pas donner à lire l'exemplaire de Bordeaux. Enfin, je sais pas. C'est pas faisable. Ça pourrait être 88 alors. Oh, voilà, peut-être 88. Mais il manquera quelque chose quand même. Bon, John, je ne sais pas si tu veux venir. Donc, tout simplement, pour moi, la question est celle de l'autorisation. Alors, on sait que 80, c'est autorisé parce qu'il y a la préface. Et que 82 suit 80, incorporer des changements, c'est donc autorisé dans le sens étymologique qui vient d'auteur. Et que 88 est autorisé également, on le sait, et l'exemplaire de Bordeaux autorise 88 parce qu'il y a les inscriptions sur mais ce qui se passe après l'exemplaire de Bordeaux, on ne sait pas dans quelle mesure les leçons de 95 qui diffèrent de l'exemplaire de Bordeaux sont des leçons introduites par Mademoiselle de Gourmet ou Pierre de Brac ou certains le suggèrent, n'est-ce pas, parce que dans l'exemplaire de Bordeaux, Montaigne a mis doucement de l'exercitation. Il a écrit doucement et ensuite il remplace 2 ou 3 mots plus loin, il remplace le mot molle par le mot douce, de sorte que nous avons doucement douce, 4 ou 5 mots, n'est-ce pas? Mais dans 95, le mot molle réapparaît, n'est-ce pas? Ah bon, est-ce que c'est Montaigne qui a dit tiens, j'ai fait une bêtise de répéter le même mot, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a dit non, c'est mauvais de répéter le mot comme ça, oui? Oui. Exemplaire de Bordeaux, je la montrerai tout à l'heure, cette page fameuse qu'on signe à l'imprimeur. Il dit assez clairement que l'imprimeur ne se gêne pas quand il voit qu'il y a une répétition. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Très peu de distance, qu'il fasse la correction. Oui. Parce qu'il a oublié, lui, de les faire tout. Oui.
Ça autorise. Oui. Non, pour moi, c'est le problème. Par exemple, le mot pupitre qui paraît en 95, est-ce que c'est un mot que Montaigne aurait utilisé pour décrire sa bibliothèque ou est-ce que c'est... Marius, oui. Oui. Je vois pas pourquoi ni Marie de Gournay ou ni les autres ont ajouté ça. Franchement, je vois pas l'intérêt. Sinon, je vois plus d'intérêt de la part de Montaigne que de la part de Marie de Gournay. Voilà, oui, non. Mais je veux pas non plus. J'ai dit les lutrins, les pupitres, ils seront mobiles. On peut les enlever ou les remettre. Oui. Non, ça c'est pour moi, c'est le problème, c'est que que 95 reste... Parfois, effectivement, ça améliore, et parfois, on se dit, mais quelle idée... Non, mais je crois que pour Mademoiselle Gournay, Madame de Montaigne et pour Pierre de Braque, ils ont ressenti certainement une obligation à l'égard de Montaigne lui-même. N'est-ce pas? Après tout, il était en tant que... On n'a qu'à comparer les éditions, n'est-ce pas, où le mot essai en tout petit caractère en 80, n'est-ce pas, devient un mot très très visible en 95. Non, les essais, n'est-ce pas? C'est pas essai de Montaigne, c'est les essais de Montaigne. Ils ont ressenti certainement une obligation à l'égard de sa réputation. Et donc il fallait produire un texte dans 95 que eux estiment digne de lui, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Ils n'ont pas ressenti la même notion de fidélité, à mon avis, et la même notion de fidélité envers le texte que nous ressentons. Moi, je trouve la conjecture là, ils ont probablement, etc. Je la trouve intéressante, ni plus ni moins que l'autre. Oui. Voilà. D'accord? Oui. Oh oui, absolument. Oui. C'est une conjecture. Oui, on attend le futur éditeur d'une nouvelle édition des essais. Oui. De toute façon, c'est modernisé. C'est par rapport à ce que vous avez dit, des choses que... Un peu plus fort, peut-être, oui, ou alors. Des choses que vous, oui. Donc là, si je comprends bien, concernant 95, ce que vous proposez, c'est une édition qui a pour but la lecture orale, c'est ça? C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a changement de ponctuation, on n'aura pas une édition identique qu'on a effectivement déjà sur le support imprimé. Bah oui. Oui. Parce que ce qui peut-être... Si, on va donner aussi la transcription de l'original en graphie originale avec la ponctuation originale. Si, elle y sera aussi, également. Hein. Parce que ça peut peut-être permettre... Bon, on l'a déjà, donc on t'en l'a donné. Hein. Entre la ponctuation de B et la ponctuation 95. Oui. Grâce au support informatique. Oui, bien sûr. Ça, Oui. Enfin, on a commencé effectivement à faire des analyses. Et l'autre chose, c'était concernant le Anami. Oui. Et ça donne d'ailleurs dans l'imprimé Gournay et qu'est-ce qu'Anami? Oui. L'exclamative reste dans EH. EH, mais il n'y a pas de point d'exclamation. Non. Oui. Bref, qui est d'ailleurs un apax, mais bon. Par rapport à ce que disait Balizamo, donc vous aurez des émissions du Gournay initial, on trouverait au Anami. Alors je pense pas que ce soit des émissions, je pense que ce sont des corrections. Mais c'est quelque chose qu'il a dit comme ça, comme il dit souvent des choses très intéressantes dans des discussions comme ça. Et moi je pensais que c'était sur l'exemplaire d'Anvers, mais non. N'empêche que bon, c'est là, évidemment, on est obligé de prendre un peu position, mais enfin c'est dans un chapitre qui est de la validité, extrêmement travaillé de 88 à l'exemplaire de Bordeaux autour de la figure de la Boétie. C'est vrai que c'est plus que décevant, on va dire incohérent, mais enfin quand même, bon, c'est moins cohérent que l'exclamative initiale. Ou alors notre ressenti n'est pas... Voilà, il y a peut-être aussi... c'est plus plat, quoi. On est obligé un peu de se projeter en tant qu'interprète dans cette affaire. Voilà, et effectivement, ça fait partie des ratages, je dirais, de l'édition de 95. Il faut que je parle, mais je reviens. Oui, d'accord, très bien. D'autres... comment pour les graphies... Vous ne modernisez que les graphies pour Garnier Flammarion. Oui. C'est ça, oui. Et la ponctuation? Ah non, identique. Identique, y compris dans les parties manuscrites. On va faire comme on va pouvoir, oui. Ah, puisque Folio n'a pas tenu ce pari. Ça, c'est compliqué. C'est vraiment un problème. Ça, c'est compliqué parce que... Parce que bon, on en parlera. On en parlera tout à l'heure. Oui. Voilà.
en tout cas, bon. Et par rapport à Folio, la différence? La différence, c'est la stratification, enfin le repérage alphabétique, en particulier, qui permet de distinguer. La distinction ne repose pas seulement sur imprimé et manuscrit, c'est-à-dire qu'on a aussi AEB. On revient à la discussion avec un système d'exposants un peu plus discret que ce qu'on a d'habitude. Que chez Villers. Mais enfin, c'est pour garder une lecture fluide. Oui. Ça c'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir les strates. Bon. Oui. Moi, je crois au scénario qui aurait produit 95, avec Michel Simonin, etc. Et j'ai beaucoup plus de plaisir à travailler sur les empreintes de Bordeaux. La vérité, elle est. Mais c'est le plaisir parce que le plaisir, on a compris tout à l'heure, c'est difficile peut-être, mais il y a cette idée peut-être, je disais fétichiste parfois. Oui, j'allais le dire, voilà, faut dire le mot. C'est ça, et surtout si, comme ça n'a déjà été, comme j'ai déjà eu le privilège d'autres parmi vous aussi, d'avoir le véritable exemplaire de Bordeaux. Bon, là, c'est vrai que j'ai l'impression d'être une espèce de grand prêtre, d'un culte un peu suranné, mais enfin, c'est vrai, je ressens des choses comme ça. Alors, voilà. Et puis les choses, les leçons abandonnées, les leçons délaissées, et puis aussi, parce qu'il y a des choses qui sont immédiatement visibles, il y a de l'imprimé, il y a des manuscrits, ce qu'on essaye éventuellement dans les éditions abécédaires, mais qui ont été faites par Villers pour sa thèse, enfin c'est un instrument qu'il s'est donné. Nous avons tous un peu appris à étudier, pas à lire Montaigne. Moi, je lis Montaigne dans autre chose. La plupart des gens lisent Montaigne dans d'autres éditions. Nous avons appris à travailler sur Montaigne avec l'édition abécédaire, à commencer par celle de Villers. Alors c'est vrai que c'est difficile ça donne des indications à condition de bien comprendre que A n'est pas A, que A c'est pas 80, que B c'est pas tout à fait 88, c'est ce qui est resté de 80 ans. Souvent on dit ça c'est le texte de 80, c'est pas si simple. Il suffit d'avoir les différentes éditions devant soi, 80, donc ça va voir, c'est pas tout à fait clair. Mais quand on regarde 95, c'est bien, c'est vrai que peut-être qu'à lecteur, qui ne devrait pas étudier Montaigne, c'est bien pour pouvoir lire dans la continuité. À ce moment-là, moderniser, c'est encore mieux, pas de variante, encore mieux, surtout à la fin du volume. Mais lire, mais étudier, pour étudier, je sais que moi, je navigue tout le temps, je prends du lire sur lire, je reprends aussi, psychologie, etc. Non, mais c'était pour enchaîner, ce que tu dis sur fétichisme, c'est assez amusant. En réalité, quand on regarde la production de La Pochotelle, qui est une excellente édition du point de vue de l'érudition, il est dit par les éditeurs, rien ne remplace en gros le beau volume qui sort des presses en 95, etc. Il y a une forme de fétichisme aussi qui tantôt s'exerce sur un imprimé, tantôt Postscriptus s'exerce sur une sorte d'hybride, qui est quand même un objet qu'on peut retourner l'argument. Oui, c'est vrai. Ce qui est intéressant sur une B, c'est que, oui, c'est un objet, mais en mouvement, une espèce de truc virtuel. Oui, nous on a pris pour la lecture sonore, c'est vrai qu'on a pris 95 parce que c'est le texte lissé, c'est effectivement. Alors là vous avez un exemple, bon c'est vraiment des essais qu'on a fait, donc vous avez la partie en orthographe modernisée, vous avez le facsimilé en face, et puis donc on peut lancer du pédantisme. Chapitre 24. C'est pas de rapport. Non, parce que. Alors, il faut mettre le. Je me suis souvent dépité en mon enfance de voir escomédie italienne, toujours un pédante pour Badin, et le surnom de magistère n'avoir guère plus honorable signification parmi nous. Car leur étant donné en gouvernement, que pouvais-je moins faire que d'être jaloux de leur réputation ? Voilà.
Alors, c'est pas très beau les scintillements. C'est pas nécessaire. Alors, non, oui, c'est pas nécessaire. C'était juste en fait un essai. À un moment, on a voulu essayer de synchroniser vraiment entre le texte et le son. Et là, l'idée, c'est de pouvoir reprendre à un endroit du texte. On n'est pas obligé d'allumer le texte comme ça au fur et à mesure. Mais si on clique en fait sur un mot en particulier et qu'on relance, entièrement contraires les uns des autres. On revient vraiment. Enfin, on arrive à cet endroit de la phrase. Voilà, parce que au niveau du son. Voilà, ce qui n'est pas le cas, la plupart effectivement, des enregistrements, on est obligé de reprendre, de reprendre au début ou d'avoir noté à quelle minute ça se passait pour pouvoir reprendre à un moment donné. Alors que là, effectivement, on a une synchronisation mot par mot avec entre le texte imprimé, enfin le texte de gauche et la lecture orale. Donc ça c'est vraiment un codage parallèle qui est assez intéressant par ailleurs, mais qu'on est en train de tester pour que ça... Puisqu'en plus c'est produit par le logiciel Adobe Premiere. C'est produit par Adobe, donc c'est pas très difficile à utiliser. Voilà. Mais sauf qu'il faut refaire toute la ponctuation, hein, c'est ça? Oui. Quand on utilise ce logiciel, il faut tout rétablir la ponctuation, ça nous... on n'a pas trop envie. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on l'avait fait que sur ce chapitre-là pour faire un test. Mais voilà. Sinon, je monte là une version classique. Celle-là. Hein? Donc ça, c'est celle que j'avais présentée déjà à Lyon à la réunion du LABEX. Et donc, de l'amitié, qui est en ligne. Chapitre 27. Considérant la conduite de la besogne d'un peintre que j'ai, il m'a pris envie de l'en suivre. Il choisit le plus bel endroit et milieu de chaque paroi pour y loger un tableau élaboré de toute sa qualité et le vide tout autour. Il le remplit de grotesques, qui sont peintures fantasques, n'ayant grâce qu'en la variété et étrangeté. Que sont ici aussi, à la vérité, que grotesques et corps monstrueux, rapiécés de divers membres, sans certaines figures, n'ayant ordre, suite, ni proportion que fortuite? Le corps d'une belle femme se termine en poisson. Je vais... C'était juste pour montrer. Citation. Vous avez remarqué une de mes substitutions, suffisance. On ne peut pas garder suffisance, enfin, à mon avis, parce que là, vraiment, ça crée aussi des flottements de sens. Élaboré. Pardon? Élaboré et grotesque aussi. Pour simplement élaboré. J'ai gardé là. C'est donc pour simplifier, oui. Oui, j'ai entendu élaboré et grotesque, ce qui est bien. Hein, ah oui, ça on ne change pas. Oui. Non, il dit grotesque, on lit grotesque, mais c'est bien. Oui, voilà. C'est bien. Bon, en plus, grotesque, une prononciation probablement régionale, donc il n'y a pas de raison de le garder, à partir du moment où moderniser les graphiques. Alors c'est élaboré. Alors c'est vrai que quand on dit modernisation des graphies, ça influe aussi sur la prononciation, bien sûr. C'est la graphie français central, centralisé, jacobin. C'est voilà. Bon. Et donc vous avez vu l'idée aussi pour les citations, c'était éventuellement de faire lire avec une voix un peu différente la citation pour qu'à l'oral ça soit reconnu comme citation. Donc effectivement un ton un peu plus sentencieux, voilà. C'est pas facile, on n'a pas trop insisté là-dessus et c'est pas très grave en fait, mais c'est vrai que le français qui est lu et qui est la traduction, c'est pas du français de Montaigne. On essaie de faire en sorte qu'il soit assez proche. Et notamment au niveau des éléments, des référents, qui soient quand même dans le vocabulaire de la Renaissance. Voilà. Des questions avant qu'on passe au buffet? Quelle heure est-il? 5. Ça va, on n'est pas en retard. Oui? C'était un site américain. Mais Bribe, lui-même, j'ai écrit à Monsieur Bribe. Enfin, oui, voilà, j'ai écrit, il m'a dit qu'il ne savait pas. Là, vraiment, ça a disparu. Hein. Finalement, on n'est pas si archivé que ça.
Bah, surtout si c'était à la fin des années 90, bon, peut-être que la personne a disparu. Parce que son texte est partout. C'est vraiment complètement répandu. Oui. Est-ce que pour les citations latines, par exemple, de grands auteurs classiques, des traductions contemporaines en adaptant? On a pris celle de la Pochothèque. Enfin, même Jean Séard, en fait, a revu tout cela, donc c'est une caution. J'ai regardé aussi celle d'André Tournon, celle de l'édition à Prébris National, bien sûr. Et on a un peu bricolé avec ces traductions modernes qui ne sont pas forcément celles des éditions de la collection Budet ou des éditions bilingues actuelles, qui sont souvent, pas toujours, mais assez loin de l'original. Je crois que c'était quand même important de rester des traductions qui collent quand même au texte. Pardon ? Oui. Elle ne repose pas forcément sur le même texte. Non, en plus, voilà. Je voulais dire une petite chose sur 95, c'est tout. Il y a des choses dont on peut dire ça a dû être trafiqué, ça a dû être ajouté. Oui. Et puis il y a des choses, quand Marie Gournet, on va dire. Ah oui, et puis il y a aussi des choses très personnelles. Très personnelles de Montaigne. Oui. Donc, on ne peut pas dire que Marie Gournet sur des choses très intimes, dont on ne peut pas soupçonner Marie Gournet de les avoir ajoutées. C'est difficile. Oui. Conjecture pour conjecture. Oui, l'histoire des paix, là. Par exemple. Oui. Voilà. Je ne vois pas très bien Marie Gournet dire ces choses-là sur l'infinité de Montaigne, ajouter tout ça. Oui, je reviens aux citations. Si j'avais le temps, j'aurais peut-être le temps un jour, j'irais chercher les traductions de l'époque. Voilà, mais effectivement, mais il y a beaucoup de textes. Oui, ou alors celle de Marguerite Cournet, absolument. Oui, voilà, elles sont plus tardives, mais on pourrait aussi. Voilà, généralement, on ne les trouve pas très bonnes, mais c'est aussi ça. Ça lui a été demandé par l'éditeur, elle ne voulait pas traduire. Oui. Ou voilà. En fait, il y a beaucoup de textes qui n'ont pas encore de traduction à l'époque, et du coup, c'est un peu difficile si on ne peut pas suivre le même principe. Hein. On pourrait faire des traductions à l'ancienne. Alors, dans la version sonore, quand on n'a que le facsimilé, donc sur la droite, on voit apparaître la traduction française et le texte latin aussi, avec la référence Virgile, etc. Donc ça fait une édition, c'est-à-dire qu'on a quand même un apparat minimum. Voilà. Bon, s'il n'y a plus de questions, nous allons descendre de l'estrade.